J'allais voir mon père à Rego Park. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, nous n'étions pas très proches. Papa, dommage, Françoise aussi n'est pas venue. Oui, elle vous embrasse. Il avait beaucoup vieilli. La dernière fois, le suicide de ma mère et ses 2 infarctus l'avaient marqué. Il est venu accompagné de sa fidèle Happy Lily. Il aime jouer avec les clichés. Sa devise est surprendre et confirmer. En ce moment, on le voit beaucoup à Milan, où il représente la Suisse à l'exposition universelle. Dis-moi, Nicolas, qu'est-ce que tu lis? Alors, je lis un roman policier sur l'Italie, Andrea Camilleri, où on parle de bouffe et de meurtre. Ça me met bien dans l'ambiance. Tu es ambassadeur de la Suisse à l'étranger. Selon toi, la littérature suisse a un rôle important à jouer pour représenter le pays? Bon, la littérature en général est très importante. C'est peut-être pas forcément des auteurs. Il y a des auteurs qui ont marqué à l'étranger. Alors, ce qu'on pense à Chessel, El Goncourt, c'est une référence en France. Ça promeut notre image. À Martin Suter, suisse-allemand, qui est publié partout dans le monde. Et puis l'affaire Harry Kéber, hein, c'est quand même aussi un gros impact. Oui, la littérature joue un rôle. On est quand même des petits là au milieu, il faut essayer de trouver notre place. Mais lorsqu'un bouquin explose, lorsqu'un auteur est là, ben, c'est toute la Suisse créative qui émerge. La Suisse n'est pas très perçue comme un pays créatif. Donc chaque fois que j'ai un auteur qui est fort, c'est bon pour tout le monde. Tu as l'impression qu'elle n'est pas très bien représentée, finalement, à l'étranger? Non, mais c'est parce que nos clichés avec lesquels j'aime jouer font beaucoup d'ombre. Hein. C'est vrai que comment émerger derrière l'ombre que font chocolat, montagne, montre, c'est compliqué. Donc ces créateurs-là, dès qu'on peut les pousser, ça permet de diversifier l'image et on en a besoin. Quels sont tes auteurs fétiches suisses? Mes auteurs fétiches, il y a un bouquin que je prends beaucoup avec moi, L'usage du monde, de Nicolas Bouvier. J'aime beaucoup la figure de l'écrivain voyageur, j'aime la littérature de Nicolas Bouvier, j'aime aussi c'était un amoureux de l'image. Hein. J'aime beaucoup l'équilibre qu'il y a chez lui entre la photo, l'image, c'est un iconographe, et puis les textes. J'ai moi-même fait ces trajets, quoi. J'ai quitté la Suisse pour m'installer en Orient, en Chine, et j'ai toujours aimé me lire les passages de son usage du monde dans les pays dans lesquels je me trouvais. Donc ça, c'est un peu mon livre fétiche. Notre littérature s'écrit en 4 langues. Est-ce que tu lis ces 4 langues? Je lis en français et allemand sans problème. Je commence à lire davantage en italien, mais c'est quand même les 2 langues nationales qui priment chez moi. En anglais, je lis. Je lisais avant en chinois, maintenant moins. Ah, en chinois, c'est vrai? Mais, tu parlais de la Chine? Oui, j'aimais Tu parles chinois? Je parlais très bien, maintenant je parle un peu moins bien. Mais la lecture du chinois, la littérature chinoise est très belle parce que ces idéogrammes, on a une partie là c'est du japonais, mais il y a quelques idéogrammes chinois. Il y a ce double langage très fort. Il y a une phrase et puis ensuite il y a justement ces images à l'intérieur des idéogrammes, donc j'aimais beaucoup lire en chinois. Oui, c'est vrai. Pour nous, en tout cas, occidentaux, on a l'impression de voir plutôt des signes, des images que des lettres. Voilà. Donc ça, je comprends très bien ce que tu dis. Tu lis beaucoup. Combien de livres lis-tu par semaine? Allez, soyons objectifs. 2000 livres par semaine. J'ai peu de temps pour lire. Le moment où je lis, c'est quand les enfants dorment, quand ma femme lit, et moi je me mets à lire aussi. J'aime ça, enfin, tard la nuit. Comme je dors peu, j'essaie de pas trop en faire. Donc mes moments de lecture, c'est les vacances quand même. Mais quand même un demi-bouquin par semaine, allez. Tu l'as dit, tu aimes voyager. Et tu voyages encore beaucoup dans le cadre de ton métier. Est-ce que tu prends un livre, tu mets un livre dans ta valise ou tu lis sur ton téléphone, sur une tablette? Si je prends un livre dans ma valise, c'est soit le livre de voyage qui correspond à plutôt le poète. Moi, ce que j'aime dans la littérature, souvent, c'est son aspect poétique. Ça peut être un poème en soi, ça peut être une phrase d'un auteur. Les phrases qui me plaisent, je les prends, je les ai sur mon iPhone. Souvent, je les relis. Et j'ai commencé à utiliser ces phrases à Sochi. On était en pleine maison suisse durant les Jeux Olympiques. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un peu de littérature suisse. J'aimerais bien un peu communiquer nos valeurs avec la littérature. Et puis, j'ai commencé à mettre des citations sur les murs. Une citation du Corbusier que j'aimais beaucoup. Quand le soleil entre dans ta maison, il entre aussi dans ton cœur. Je l'avais mis sur ma maison suisse et j'étais fasciné. Les Russes photographiaient cette citation. J'aimais beaucoup ça.
des phrases, des mots qui fonctionnent un peu comme des images, parce que c'est des phrases courtes. Est-ce qu'elles t'aident à vivre? Oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je retiens souvent ça d'un auteur. Je retiens pas l'œuvre complète. Je suis peu scolaire au fond de ma façon de lire, mais c'est une phrase, c'est un moment, c'est une image. C'est comme ça que ça m'accompagne. J'ai souvent une référence. J'ai souvent des références qui m'accompagnent, soit en montagne, soit avec mes enfants. C'est ça pour moi. La littérature, quand elle t'accompagne dans ta vie courante, c'est là qu'elle est forte pour moi. On va parler d'images, justement. Pour aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'une bande dessinée qui a eu un énorme succès, qui est traduite dans une vingtaine de langues, qui a reçu un des grands prix Pulitzer en 1992, qui a aussi reçu le grand prix de la ville d'Angoulême en 2011. Il s'agit de Maus d'Art Spiegelman. Comment présenterais-tu cette BD? Je la présenterais tout d'abord comme enfin l'entrée de la bande dessinée dans la littérature, entrée officielle, la crédibilité finalement de la bande dessinée comme un art qui appartient à la littérature. À la maison, il y avait toujours une lutte terrible entre ma mère et mon père. Mon père qui était très amoureux de la bande dessinée depuis toujours, qui achète toujours maintenant au moins une bande dessinée par semaine, Claire. Il a tout. Et ma mère, slave, très proche de la littérature tchèque, russe, qui m'obligeait à lire Tourgueniev, qui m'avait bien fait, hein, m'obligeait à lire Dostoïevski. Mon père, alors c'était toujours un bouquin russe, genre contre 10 BD. Et ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à dire à ma mère que la littérature, c'est aussi la bande dessinée. Avec cette œuvre, je pense que c'est ça, c'est la reconnaissance. C'est finalement presque plus qu'une bande dessinée, c'est un roman graphique. Mais tu es comme ma mère un peu, plus que la bande dessinée. Non, la bande dessinée est partie de la littérature. Fait partie de la littérature. Mais c'est bien parce que ça veut dire que tu as appris de différentes sources. Absolument. À une lecture plus classique et puis peut-être une lecture, on va dire, plus moderne par opposition au classique. C'est juste, mais aussi ne pas oublier le rôle de l'image, quoi. L'image, en l'occurrence avec Maus, on est dans l'image et le texte. Et l'image comme un support, l'image et sa relation dialectique à la littérature, c'est essentiel. Quand as-tu lu Maus pour la première fois? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens, j'étais en 4e année de bac, je faisais ma maturité au collège de Saussure à Genève, et puis j'avais un prof de français très classique, qu'on ne doit pas me retrouver par terre là, qui avait une obsession qui était Zola. Ah oui, il est par là. Il est pas là, il doit être par là. Et alors, et moi, j'étais en train de découvrir ça, puis je me disais, tiens, c'est beaucoup plus que Zola, mais j'ai beaucoup aimé, je suis encore reconnaissant, mais lorsque je lui présentais ça, il trouvait ça naze, c'est de la bande dessinée, les petits Mickey. Et donc, je me souviens bien de devoir bosser un Germinal et lire ça le soir. Je trouvais ça plus intéressant que Germinal, même si avec le temps, ça se discute. Donc tu te souviens du jeune homme que tu étais à ce moment-là? Un jeune homme qui avait envie de découvrir autre chose aussi que la littérature classique. Oui, j'étais curieux de tout. J'avais envie de tout faire péter. J'avais envie de tout faire péter, mais j'étais curieux. Présence Suisse a été mis en place, je crois qu'on peut le dire comme ça, suite à l'affaire des fonds en déshérence. Ouais. Il y a une petite résonance avec Maus. Est-ce que si tu as choisi de parler de Maus, c'est que tu avais aussi envie de transmettre un message? Peut-être que j'aime beaucoup ce bouquin parce qu'il est, on l'a dit, la littérature, c'est des images, mais aussi c'est un bouquin très politique. C'est un bouquin qui nous fait réfléchir sur ce qui s'est passé, qui nous fait aussi réfléchir sur ce qui peut de nouveau arriver. N'importe qui lit ce bouquin va en discuter des minutes, des heures, parce que tu vois bien sûr ce qui s'est passé en Pologne, respectivement en Allemagne à l'époque, mais tu vois très bien ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. J'ai noté une phrase d'Art que je vais lire. Il dit dans la BD, « La réalité est bien trop complexe pour une BD, il faut tellement simplifier ou déformer. » Est-ce que toi, tu as l'impression que cette BD dédramatise le sujet, le propos? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle permet de mieux faire passer un message? Par exemple, n'oubliez pas justement ce qui s'est passé. Toute œuvre littéraire sur la Shoah va inévitablement la déformer. Avec la BD, c'est peut-être encore plus fort. Je dirais que ça simplifie, ça vulgarise. J'aime beaucoup le mot vulgariser.
Vulgariser, pour moi, le mot vulgariser, c'est un médium, c'est-à-dire c'est un médium entre un fait et un public. Oui, ça vulgarise, mais sans de la vulgarisation, on risque d'oublier les choses. Ici, on s'en rappelle, c'est fort, tout le monde va se rappeler de la tête de l'animal qui représente l'allemand, le polonais, etc. Rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la BD qu'effectivement les personnages sont représentés avec, de manière un peu métaphorique, le cochon qui représente le polonais, le chat pour l'allemand et puis la souris pour les juifs. Pour le peuple juif, c'est une vulgarisation, c'est une simplification. C'est une caricature. C'est une caricature en quelque sorte, mais Dieu sait si ça reste, Dieu sait si ça nous fait réfléchir. Je pense que celles et ceux qui vont lire cette bande dessinée, cette œuvre littéraire, prix Pulitzer, c'est quand même pas rien, c'est la première fois qu'une BD l'avait. Et aucune autre BD ne l'a reçue. Ils vont se rappeler, ils vont se remettre en situation, une image. Bon, alors on a chacun la mémoire qu'on a, mais je pense que les images frappent souvent plus ou restent plus que les mots. Ce qui reste le mieux, évidemment, c'est l'association entre le mot et l'image. Et les clichés? Parce que j'ai lu quelques critiques et j'ai vu qu'on a reproché aussi à Spiegelman d'utiliser des clichés, de mettre en gros l'étoile de David, par exemple. L'utilisation des clichés, c'est un langage de simplification. Est-ce que... Alors, bien sûr que le cliché réduit en partie, mais d'où viennent les clichés? Ils viennent jamais du ciel. Ils viennent, une société produit des clichés. Tout cliché est finalement une émanation de réalité sociale, économique et politique. Et jouer avec les clichés, c'est ce que je fais en partie dans mon boulot, parce que la Suisse est là, un pays des clichés, mais pas les mépriser, parce qu'ils font partie de notre identité. Ah, ils viennent bien de quelque part. Ouais. Et la force et l'intelligence par rapport aux clichés, c'est de jouer ça, tout le monde peut le faire, savoir d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc. Et là, on avance. Alors effectivement, si les clichés, qui sont ceux des animaux qu'on retrouve dans ce bouquin, nous amènent à faire une réflexion sur les raisons, les causes, parfois des mauvaises causes, mais des causes quand même, quoi, qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on fait des erreurs, l'humanité fait des erreurs aussi folles que celle-là. Oui, tous ces éléments font l'originalité et la force de la BD. Et peut-être qu'on peut répondre à la question, oui, une BD comme celle-ci fait mieux passer, ou le message passe mieux avec une BD qu'avec un texte. Le message passe mieux, ça je pense que c'est sûr. Après, les spécialistes vous diront qu'ils le réduisent, on en a parlé avant. Mais ce que je dirais ici, c'est que ça dure. Ça dure, cette BD, vous la retrouvez, vous la rachetez. Cette BD, on en parle aujourd'hui, mais on en parle tout le temps, c'est une référence. Donc ça dure, ça permet de rester attentif. Et ça, c'est important pour moi. Tu es venu avec ton exemplaire. Ouais. L'exemplaire que tu avais quand tu avais 18 ans, comme tu nous l'as dit. Comment est-ce que tu lis une BD ou un livre? Ici, on va parler de la BD. Est-ce que tu annotes? Est-ce que tu colles des post-it? Est-ce que tu surlignes? Est-ce que tu cornes les pages? Jamais. Comment est-ce que tu fais quand il y a... Jamais. Je trouve que c'est presque un acte de vandalisme. Mais au-delà de la boutade, je pense qu'on déforme. On déforme l'œuvre en la notant. Je pense alors évidemment, chaque lecteur s'approprie une œuvre, c'est logique. Mais je pense qu'il faut laisser une œuvre comme elle a été présentée par l'auteur. Il faut la toucher le moins possible. Je sais comment vous faites, vous me l'avez dit avant. À l'école, vous avez 2 bouquins, un à noter, un pas à noter. Tu as fait ça. Voilà. Je trouve ça marrant, c'est juste, et c'est du respect du livre. Non, il ne faut pas toucher. C'est pas la même lecture. Non, c'est vrai. Quand on a un texte que l'on lit annoté, ou parce qu'on l'a annoté, on l'a noté parce qu'on veut vraiment chercher quelque chose de bien précis. C'est presque une redécouverte du texte quand on le lit dans un livre qui n'a pas été annoté. C'est une redécouverte du texte. Enfin, moi, Ouais, non, absolument. Et je comprends bien ce que tu dis. Mais après, faut pas. C'est marrant si on compare. Ouais, celui-ci, c'est la. Ouais. Le tien, il est tout clean, regarde. Le mien est tout usé, quoi. Donc, il a vécu, le tien. Il a vécu, donc il dit déjà quelque chose, par exemple, de la noter. Il dit qu'il est passé de bibliothèque en bibliothèque, il a voyagé avec moi. Il a eu plusieurs lecteurs entre eux. Exactement. Donc c'est ça la beauté de l'objet. Il faut la noter, il va vivre tout seul. Je pense qu'on a un peu compris. Tu es un grand lecteur de BD? Ouais. Ouais. Tu en as beaucoup à la maison? Oula, ouais, j'en ai des milliers, facile, ouais. Et dans ta bibliothèque, qu'est-ce qu'on trouve d'autre?
Dans la bibliothèque... Type de lecture. Ouais, alors dans la bibliothèque, on trouve, je pense, un bon reflet de ce que ma femme et moi, on est. On a eu un moment de notre existence commune sur la Chine, c'était l'objet d'études pour elle et moi, donc on a une grande partie chinoise. Après, moi je suis très amoureux des artistes suisses, donc j'ai la Suisse de la littérature, la Suisse du cinéma. Ouais, le cinéma, on retrouve l'image, hein. Ouais, encore, toujours. Ça, on retrouve. Après, il y a certaines littératures que j'aime beaucoup, la littérature japonaise, en partie la littérature italienne, donc c'est bien rangé. Ma femme est pas mal dans le rangement, donc c'est relativement structuré. Voilà, mais on retrouve bien ma vie. Quelques ouvrages aussi sur la communication, hein, c'est quand même mon boulot. La BD Maus s'ouvre en 1958 à New York. Art Spiegelman fait du patin à roulettes, il chute. Ses copains l'abandonnent et lui, il rentre tout triste à la maison, un petit peu plaintif. Il trouve son père qui est en train de bricoler et puis il dit « ouais, on m'a laissé tomber ». Et son père a une phrase intéressante, il lui dit « enfermez-vous tous une semaine dans une seule pièce sans rien à manger, alors tu verras ce que c'est que les amis ». Et cette phrase, me semble-t-il, donne le ton immédiatement à la BD. On comprend très vite qu'il s'agit de montrer la déshumanisation, il s'agit de montrer l'absence de solidarité aussi dans les camps de concentration parmi les déportés, parce que tout simplement, il faut survivre. Est-ce que toi, tu as aussi, comme moi, été sensible à cette question de la survie? J'ai été très sensible à cette question de la survie. Elle est très bien, en fait, ce bouquin. C'est vrai qu'une des façons de le lire, c'est celle-là. Comment est-ce que Vladek Spiegelman, le père d'Art, va réussir à survivre dans ce truc terrible? Je ne vais pas faire une comparaison facile, mais je fais beaucoup de montagnes et il m'arrivait jamais, évidemment, d'être dans une situation aussi dure que ça. Mais il m'arrivait d'être dans certains moments un peu délicats, très haut, dans le froid, etc., où je me suis dit deux ou trois fois, oh là là, c'est limite. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces moments-là, on sait ce qui est essentiel dans la vie. Non seulement pour son corps, hein, parce qu'on sait comment il va falloir s'en sortir, ce qui est très important, puis alors on commence à penser. Et les choses auxquelles on pense sont très intéressantes parce qu'elles sont filtrées de manière extrêmement claire. Et on voit ce qui est essentiel, ce qui nous permettra de survivre à la fois physiquement et mentalement. Parce que ce sont des déportés qui, parfois, ont subi, enfin, ont toujours subi la faim, la maladie, ou des sévices aussi, et puis qui parfois participent même à ces sévices. Et puis la frontière entre la victime et le bourreau, elle est parfois assez fine. Est-ce qu'on est prêt à tout pour la survie? Moi, je pense qu'on est prêt à tout. J'ai l'impression en lisant le bouquin qu'on est prêt à tout si on a un objectif. On sent bien dans ce bouquin que tout d'un coup, ceux qui n'ont pas d'objectif, qui perdent complètement le sens des réalités, s'en sortent pas. On voit que ceux qui ont un objectif précis sont relativement prêts à tout. Quelle est la part d'humanité qui reste en nous? Est-ce qu'on aide? Est-ce qu'on n'aide pas l'autre? Terrible. Ça, je pense qu'il n'y a aucune loi. Je pense que la situation... Si ce n'est peut-être la vie, justement. La survie, est-ce que la survie va au-delà de toute considération éthique, toute considération humaine? On le voit en partie, oui. Oui, c'est à un moment donné c'est terrible. La question que se pose aussi Art Spiegelman quand il repense à ce qu'a vécu ses parents. Il se dit, si moi j'étais dans une situation comme celle-ci, dans un camp de concentration, puis qu'on me dit, tu dois choisir entre ta mère et ton père, je choisis qui? Je choisis qui? C'est une question horrible que choisir entre son père et sa mère. Oui, et il y a une phrase, si je me souviens bien, qui dit la vie est toujours du côté de la vie. Oui. C'est très beau et c'est très juste. Je pense qu'à la fin, tes décisions vont comme ça. Tu vas prendre la décision qui va donner le plus de chance à la vie, le plus de chance à un futur. C'est terrible, mais bon, on espère qu'on n'y sera pas, hein, parce qu'on sent que c'est un truc flottant, hein, quand même. Non, ça c'est clair. Et la BD pose aussi la question de comment est-ce qu'on vit après, à la sortie du camp de concentration. Qu'est-ce qui se passe? On apprend que Art Spiegelman, au fond, a perdu un de ses frères dans un camp. La mère va se suicider assez rapidement. Elle se suicide, j'ai plus la date en tête, mais elle se suicide assez rapidement. Et puis le père doit continuer à vivre avec ce poids de l'histoire. Et il est présenté comme un être avare,
assez désagréable, raciste même. Quel regard tu portes, toi, sur ce personnage de Vladek dans les années 80? Je pense qu'il est assez noir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'on est très proche de l'autobiographie, n'est-ce pas? Donc, on sent qu'Art Spiegelman ne ment pas, ne déguise pas les faits. Évidemment qu'on espérerait tous quelqu'un qui apprend quelque chose, en quelque sorte. On espérait tous voir, malgré tout ce qu'il a vécu, un homme nouveau, un homme qui va nous faire avancer quelque part. Ben non, il stagne, il recule même. Cette image terrible où on le voit lui-même reproduire du racisme, de l'ostracisme par rapport aux on se demande comment c'est possible. Lui qui a vécu justement le racisme, comment est-ce qu'il peut le reproduire? Mais c'est l'énorme force du truc, c'est que tu te dis qu'il n'y a pas de règle à la fin, que ces explosions-là sont énormes, mais n'empêche que nous-mêmes, avec l'envie, à travers ces pages, la période new-yorkaise de cette famille Spiegelman qui a survécu, on a tellement envie que le type il soit positif, que ça avance, etc. Ça nous montre bien à nous quelles sont nos valeurs et ce qu'on en retire. C'est plus que le lecteur va retirer de ça qui compte. Mais alors c'est fin, parce que s'il nous l'avait fait avec une belle fin, on aurait dit super. Tandis que là, on est frustré, on se dit mais c'est pas possible. Et donc là, on prend des vrais messages et de la réflexion. Il y a aussi cette question de la culpabilité. On la sent chez Art Spiegelman. Est-ce que je dois moi aussi, en tant que fils de déporté, porter ce poids de l'histoire? Est-ce qu'on doit porter le poids de l'histoire? Bien sûr qu'on ne doit jamais oublier l'histoire. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est évidemment, je dirais, pour moi, c'est le message numéro 1 de ce bouquin. On doit connaître l'histoire, on doit apprendre l'histoire, on doit connaître effectivement la place qu'elle a dans nos têtes, dans nos vies, pour l'individu, pour la communauté. Mais après ça, basta. Après ça, on peut avancer. Il faut construire du positif sur l'histoire. Celui qui déprime sur l'histoire, il est un peu cuit. C'est bien ce qu'on voit dans cette chose-là. Donc, oublions-la pas. Prenons-la en considération, mais construisons un futur qui ne reproduira pas ça. Et puis, il y a la question de la mémoire. La mémoire, et l'hommage aussi. L'hommage aux parents, à la mère qui s'est suicidée, l'hommage au père. Art Spiegelman dit bien qu'il écrit aussi ce livre pour essayer de se rapprocher de son père. La relation père-fils, toi, j'imagine, tu as un père connu, tu as été sensible à cette relation. Oui, ça me parle toujours, ces moments-là, parce qu'effectivement, il y a un problème de communication entre les deux, on le sent. C'est des problèmes récurrents entre... C'est des problèmes récurrents. Oui, parce que j'ai un père célèbre, c'est quand même juste ce que tu as dit. Du moment où tu as un père célèbre, on te pose la question du rapport à ton père. Et plus on te pose la question, plus c'est difficile, au fond, d'en parler, au-delà de cette relation construite par les médias, construite par ce qu'on peut voir des choses. Derrière, il y a des dialogues qui ne sont pas toujours faciles. Moi, j'ai effectivement pas une communication très aisée avec mes parents, je voyage beaucoup, etc. Donc ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'au fond, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a une fonction, on n'est pas seulement une filiation, parce que voilà, on a les mêmes... On est construit des mêmes gènes, mais non, on a une fonction. La fonction du fils et la fonction du père sont très claires. Ce que peut faire le père pour le fils pour le père, ça m'a fait réfléchir. Évidemment, c'est une exagération de ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours, mais ça me fait réfléchir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de nous avoir parlé de Maus aujourd'hui. Effectivement, une BD qui donne sa place à la bande dessinée dans la littérature. Ça vaut la peine que chacun s'y plonge, s'y replonge et lise d'autres productions de Spiegelman, parce que Spiegelman ne s'est pas arrêté à Maus. Il y a encore beaucoup de choses d'autres à découvrir. Merci beaucoup, Nicolas. Je t'en prie. Lisons Maus, un roman graphique essentiel aux images sobres, en noir et blanc, et aux mots bouleversants. Artiste engagé, Art Spiegelman continue à dessiner. Il commente la politique américaine et l'actualité sociale avec mordant. On se souvient de la couverture du New Yorker, représentant les tours du World Trade Center après le 11 septembre, un des cartoons politiques les plus forts du XXIe siècle. Dans Maus, quel est le moment qui est le plus fort pour toi, qui t'émeut le plus? Le moment... C'est peut-être lorsque les père et fils Spiegelman se posent la question s'ils doivent prendre ou pas un autostoppeur afro-américain. Et le père dit « Non mais attends, c'est un Schwartz ».
Puis il dit on utilise l'allemand. Ouais, alors, il y a le yiddish, l'allemand, et alors c'est énorme quoi. On a tout un bouquin qui nous fait réfléchir sur le respect de l'autre. Et le type qui a vécu toute la Shoah, il est raciste aux États-Unis, c'est un truc de dingue. Ouais, ça c'est fort, c'est vrai. À quelle musique associerais-tu Maus? J'hésite entre deux auteurs, Mozart et le Requiem, parce que c'est vraiment, c'est dans la mort, et puis il y a quelque chose de très beau, morbide aussi. Ça c'est peut-être pour l'ensemble, et puis après peut-être le côté new-yorkais, il est quand même fort dans la BD, dans le style, dans le design, peut-être le Velvet Underground, un Lou Reed qui chante Berlin ou quelque chose comme ça. Toi qui aimes les BD, est-ce que tu t'es déjà imaginé personnage de BD? Ou alors quel personnage de BD aurais-tu aimé être?